Passerelle, nouvelle émission, nouvelle thématique et cette semaine on a choisi les relectures. Ouais, vaste sujet. Oui, et puis qu'est-ce que ça veut dire qu'une relecture ça peut vouloir dire plein de choses. Là en l'occurrence, nous on a choisi des ouvrages qu'on aime à relire ou vers lesquels on revient facilement, pas facilement, mais en tout cas qu'on a dans notre bibliothèque et vers lesquels on n'est pas allé qu'une seule fois. Ouais, et puis on vous expliquera à chaque fois pourquoi est-ce qu'on retourne vers eux, parce que personnellement j'ai plusieurs types de relectures. Je m'en suis rendu compte en préparant l'émission que finalement il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je relisais un bouquin, et du coup c'est intéressant de savoir quelles sont ces raisons, parce que pourquoi relire un ouvrage qu'on a déjà lu? Très bonne question. Et ben tu vas nous expliquer tout ça avec ton premier texte. Ouais, alors je vais commencer par l'évidence. Pourquoi relire un texte? Pour le plaisir de relire un texte qui nous a beaucoup plu, qui nous a embarqué, pour plein de raisons. J'aurais pu amener pas mal de bandes dessinées que je relis très régulièrement. Il y a notamment Le Combat ordinaire de Manu Larsonnet que je relis au minimum une fois par an. Voire plus. Et là j'avais envie de vous parler de cette relecture-là, Harry Potter, parce que j'en sors tout juste de cette relecture. C'est même à l'origine de cette thématique. Exactement, ouais, parce que on en a discuté ensemble et on s'est rendu compte que il y avait des livres qu'on relisait, et voilà, la discussion fait qu'on s'est dit mais il faut qu'on parle de ça. Et du coup Harry Potter, moi j'ai lu les 3 premiers tomes à la fin des années 90 quand ils sont sortis en poche, donc on était loin du battage médiatique du départ. Ils sortaient en gros. Après je les ai tous lus dans la foulée de leur sortie. Donc le dernier est sorti il y a 10 ans. Le dernier. Oui, entendons-nous bien. Le tome dernier. 7, Les Reliques de la Mort, est sorti il y a 10 ans. Et donc voilà, je m'étais arrêtée là. Là j'ai profité d'une période où j'avais du temps devant moi pour me replonger dans la relecture en me disant c'est bon, 7 tomes, un par mois, nickel. Bon, en fait, pas du tout, parce que j'ai commencé au mois de juin, je commençais mi-juin, on est quelque part en... Voilà, enfin bref, non, j'ai mis 1 mois et demi à tout relire en fait, pour être honnête. Et j'en ai profité pour lire le dernier tome vraiment sorti, qui est L'Enfant Maudit, qui se dégage un peu, parce que même si J.K. Rowling est évidemment à l'œuvre dans ce texte, c'est une pièce de théâtre qu'elle a écrite avec des metteurs en scène et auteurs de théâtre du coup, donc c'est un petit peu différent. Bref, une très longue introduction pour dire que j'ai été ravie de replonger dans cette lecture pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai revécu les émotions que j'avais eues à la première lecture, qui je pensais allaient peut-être être moins fortes, mais en fait non, pas du tout. J'ai toujours eu envie d'avaler les pages comme la première fois. J'ai aussi redécouvert le texte, parce que du coup, comme les films sont sortis après et que j'ai beaucoup plus revu les films que relu les livres, j'avais en tête des images qui venaient des films. Et évidemment, les films ont été adaptés, il y a des choses qui ont été réécrites, il y a des choses qui ont été enlevées. Alors autant dire que le rôle d'Hermione dans les films n'a rien à voir avec son rôle dans les bouquins. Elle a un rôle beaucoup plus important, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus... Et puis elle fait un espèce d'équilibre, alors que dans les films elle est presque terne, enfin c'est la caution féminine. Elle n'est pas très agréable au départ non plus. Elle est ado, alors que dans le premier livre, elle a quand même un truc tout de suite où on a envie d'aller vers elle. Il y a beaucoup plus d'humour dans les livres que dans les films. C'est drôle tout le temps, il y a des répliques de Ron qui sont à mourir de rire. Et des autres personnages. On voit beaucoup plus Neville Londubat, qui est quand même un des personnages qui paraît un peu transparent au début, et d'une importance dingue jusqu'au bout. Et puis j'avais oublié à quel point Harry Potter était insupportable, hein. Parce que quand même, dans les films on l'oublie un petit peu, mais dans les livres c'est quand même le personnage le moins agréable finalement, le moins... Il a un côté touchant parce qu'il est quand même martyrisé. Oui, voilà. C'est un personnage très torturé qui doit faire avec son passé, qui est quand même un sacré poids, etc. Mais il a ce côté un peu ennuyeux de toujours se sentir seul, de se dire il faut que je fasse les choses seul parce que sinon ça va pas le faire, alors qu'il est entouré de plein de monde pour l'aider. Il a ce côté très agaçant, qui est peut-être encore plus présent dans les films d'ailleurs que dans les livres. Et que ça dépend peut-être comment on le relit. J'avais un peu oublié moi,
ce côté-là. Dans mon esprit, il était beaucoup moins énervant que ça. Et du coup, le livre a beau porter son nom, je trouve que c'est pas le vrai héros de l'histoire finalement. Et voilà, puis j'ai redécouvert plein de choses, des intrigues secondaires, des personnages secondaires, et puis surtout, et là on va faire un gros coucou à Renaud, mais surtout les livres ils sont vraiment construits comme des polars. On a un mystère au début du bouquin, l'idée c'est de le résoudre et de comprendre pourquoi à la fin, quoi. Les films, non, c'est pas du tout ça, et moi j'avais complètement occulté ce truc là, et donc relire ça m'a vraiment replongé dans l'efficacité d'écriture de l'auteur, dans la force de la psychologie de ses personnages, dans la force de l'univers entier qu'elle a créé. Ça m'a du coup donné envie de lire L'Enfant Maudit, qui est un bouquin que j'ai vraiment aimé. Je partais un peu snob et un peu con en me disant oui, c'est un texte écrit pour se faire du fric, ça devait s'arrêter à 7 tomes, pourquoi celui-là arrive? Non, en fait non, il a une utilité, il est très bien écrit. Il y a d'autres questions qui sont abordées avec des réponses qui sont apportées hyper précises. Non, enfin vraiment, ce tome-là reste un... Je peux aller voir, mais ouais, je vais y aller. c'est un tome dont l'ajout est hyper intéressant. C'est pas juste un truc pour faire de l'argent. Alors par contre, comment ils peuvent adapter ça en pièce de théâtre sur scène? Ça reste un mystère, mais il va falloir y aller. C'est mystérieux et magique, hein, parce que vraiment je vois pas comment c'est possible, mais du coup ça donne envie. Donc là c'est vraiment la première raison d'une relecture, c'est envie de retrouver un univers qui nous a plu de la même manière qu'on peut revoir un film par exemple, ou ce genre de choses. Si vous êtes adulte et que vous avez jamais lu Harry Potter par snobisme, parce que vous pensez que c'est vraiment pour enfants, etc., vraiment allez-y. Ouais. Harry Potter, c'est du bonheur à l'état pur. Pas étonnant que ça ait généré toute une génération de lecteurs, parce que clairement c'est ce que ça a fait. Chaque tome voit son épaisseur grossir au fur et à mesure de la scolarité de Harry, qui grandit aussi. Donc au départ, moi quand j'ai commencé le bouquin, j'avais pas le même âge qu'Harry Potter, mais presque, et du coup tous les ans on attendait l'ouvrage pour suivre la scolarité d'après de Harry Potter et d'Hermione et de Ron et des autres. Il y a Luna Lovegood. Oui, après ça dépend si on l'a lu en français ou en anglais. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir plein de personnages qui sont super attachants, et vraiment faut y aller. C'est un texte vraiment très intéressant, même pour adultes. Et puis moi d'ailleurs, quand je l'ai lu, j'étais pas une enfant, j'étais pas une ado, j'avais dépassé la vingtaine. Hein, donc voilà, c'est pas... être adulte, je sais pas si je pouvais dire ça de moi à l'époque, mais en tout cas, j'étais pas l'âge... Enfin, j'étais pas la cible, quoi. Oui. Et alors, Lydie, toi, relecture? Alors, relecture, Alan Bennett. Encore un auteur britannique, puisque je suis fan de littérature anglo-saxonne, mais britannique ces derniers temps. Alan Bennett, La Reine des lectrices, c'est un texte très court, c'est un texte très drôle, comme sait le faire Alan Bennett. C'est sur le pouvoir de la lecture, et c'est cette reine, donc la reine d'Angleterre, qui un jour va découvrir le bibliobus qui passe en bas du palais de Buckingham, et elle va plonger dans tous les textes des comiques anglais, et puis d'autres, elle va découvrir Jean Genet, elle va découvrir les Sœurs Brontë, elle va redécouvrir aussi toute la littérature de son patrimoine à elle. Et puis il y a beaucoup d'humour. Vraiment, de toute façon, tout Alan Bennett se lit plutôt de façon très légère. Il y a So Shocking, il y avait le vol de je sais plus quoi. Ça avait été un gros succès à sa sortie, mais c'est pas étonnant. Vraiment, si vous avez envie de passer un bon moment de lecture, allez-y. Et moi, je le relis aussi pour redécouvrir des textes. Ça parle de Dickens, ça parle... Enfin voilà, on a envie presque de replonger dans toutes les lectures vers lesquelles elle va se pencher à un moment donné. Parce qu'elle a des discussions en fait de ces lectures avec le Premier ministre et le bibliothécaire, voilà, tout à fait. Et tout son entourage, en fait, elle va finalement réussir presque à les convertir à la lecture, parce que ça va devenir son rendez-vous à elle de se rendre à ce bibliobus. Je trouve ça brillant, futé et drôle.
Ça se lit comme une pièce de théâtre, presque un vaudeville, mais Ouais, sans ouais, le ouais. côté complètement loufoque non plus. Non, Et puis mais c'est très bien écrit en plus. les dialogues sont tellement magiques. C'est savoureux. Ah ouais, franchement. Mais La là, reine des lectrices. encore une fois, oui, une adaptation en pièce de théâtre, c'est une bonne idée. Je pense que ça a été fait. Ouais, c'est possible. Et toi, Hélène? Alors, deuxième raison de relecture, ou en tout cas, ça vient pas forcément de moi d'ailleurs, je vais réussir à m'expliquer, hein, là c'est un peu brouillon, mais la relecture, ça permet aussi de redécouvrir des textes auxquels on avait un peu échappé la première fois. Je m'explique. Madame Bovary de Gustave Flaubert est quand même un des livres les plus haïs des lycéens, je pense. Oui. Moi, on me l'a fait lire, j'étais en première, je crois que c'était au programme du bac français à l'époque. Oui, je suis vieille. Non, J'ai détesté ce bouquin quand on me l'a fait lire et étudier en première. Je ne comprenais pas l'intérêt de ce livre, je trouvais qu'il se passait rien, je trouvais que Emma Bovary était un personnage hyper chiant, qui prenait pas en main sa vie, qui se laissait porter, qui arrêtait pas de se plaindre, enfin vraiment le truc. Je ne comprenais pas l'intérêt de nous faire lire ça, de nous le faire étudier. Et alors pourquoi est-ce qu'autant de monde dit que Flaubert est un écrivain magique? Alors là j'avoue que ça me passait mais vraiment au-dessus. Et il se trouve que j'ai continué dans les études littéraires et que je suis arrivée à la fac en licence où un prof qui était réputé comme un prof super à la fac que je n'avais encore jamais eu faisait son cours en licence sur Madame Bovary. Alors je me suis retrouvée en face d'un dilemme, j'ai dit, je veux avoir cours avec ce prof qui a priori est génial. Je déteste Madame Bovary, mais il faut que je cède. J'ai cédé, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais y aller. J'y suis allée et il m'a fait relire ce texte, il m'a fait redécouvrir ce texte et j'ai adoré ce texte. Alors, comme quoi le passeur est très important. Est très important. Est très important parce qu'il ne nous l'a pas du tout présenté de la même manière, évidemment. Il nous l'a fait travailler différemment. Pour ceux qui ont lu Flaubert, il nous les a fait travailler sur la notion de l'italique. Flaubert est un écrivain qui met plusieurs mots, plusieurs passages dans ses textes en italique et il y a une raison. Et du coup, nous faire rentrer par ce biais-là, on était obligé de se pencher sur mais pourquoi à ce moment-là il choisit de faire ça. La forme autant que le fond. Quoi. Ouais, et du coup, ça m'a montré l'intérêt de ce texte-là. J'ai plongé dans l'histoire d'Emma Bovary que j'ai pas du tout trouvé chiante comme la première fois, bien au contraire. J'ai compris les questionnements, cette écriture du rien. Et ben là, ça m'a plu, tout comme ça m'avait plu sur l'éducation sentimentale. J'ai redécouvert ça, et puis ça m'a aussi fait prendre conscience que des textes qu'on lit à un certain moment de notre vie ou à un certain âge, on peut complètement passer à côté, mais si on y retourne plus tard, et ben peut-être que là ça passe. Et ça m'a fait le cas cet été, où il y a quelques mois, j'ai commencé un livre où j'ai senti que ça pouvait me plaire, mais là, je sentais que je rentrais pas dedans, je l'ai laissé. Je l'ai repris cet été et je l'ai avalé d'une traite et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il y a vraiment un truc comme ça aussi. Donc peut-être des fois ne pas s'arrêter à nos premières impressions même si c'est difficile. Je pense que j'aurais jamais relu ce texte si j'étais pas tombée sur ce prof. Et cette obligation de lecture par ce biais-là, donc l'obligation de lecture a des fois du bon. À moins que des rencontres plus tard, quelqu'un m'ait dit si il faut que tu le relises, vraiment c'est génial, mais je sais pas si j'y serais allée toute seule. Et maintenant je suis beaucoup plus attentive, depuis cette période-là, je suis beaucoup plus attentive à ça. Un texte me plaît pas, j'essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à l'écriture? Parce que là par contre ça va être difficile d'y revenir. Est-ce que c'est le moment? Ouais. Et maintenant j'arrive un petit peu mieux à sentir ça et du coup je repose le livre et j'y reviens après. Ça c'est une deuxième raison. Ça c'est dans les droits du lecteur, hein, de poser un livre, de le reprendre, complètement. De jamais le finir aussi. Ouais, on a tous les droits quand on est lecteur. Tout à fait. Moi je vais vous parler d'une bande dessinée qui n'est pas forcément la bande dessinée fondamentale pour moi. J'aurais cité plutôt V pour Vendetta ou d'autres comics. Enfin, il y a aussi beaucoup de bandes dessinées, Le Combat Ordinaire, qui disait Blast, notamment, des grosses claques comme ça. Mais cet été-là, parce que je l'ai relu cet été, notamment, et qui est une bande dessinée qui est vraiment intéressante. Je pense que à chaque fois que... Donc là, c'est la deuxième ou troisième relecture, je ne sais plus exactement. À chaque fois que je la relis, j'y vois d'autres choses.
Je pense il y a beaucoup de choses dans ce texte. Alors c'est Gillian Tamaki et Mariko Tamaki qui sont, je ne sais pas, frères et sœurs conjoints, j'en sais rien du tout. Et en vrai dire, je m'en fiche. Bref, ils l'ont écrit ensemble, écrit et illustré. C'est une bande dessinée qui va raconter l'histoire de Owago Beach, qui est le lieu de résidence estivale de deux jeunes filles de 11 ans et 14 ans, Wendy et je ne sais plus. Qui vont se retrouver depuis qu'elles sont toutes petites, toujours sur ce lieu-là. Il y en a une qui vit avec, dont la mère est en villégiature à cet endroit-là, et puis la famille de Wendy va venir tous les étés en pèlerinage sur Owago Beach. Elles se retrouvent et elles grandissent différemment puisqu'elles elles voient leur âge avancer. Sauf que il y a quelques différences parce qu'entre 14 ans et 11 ans et demi, c'est beaucoup de choses qui se jouent, de la préadolescence à l'adolescence. Ouais. Et les deux vont grandir, ce sont deux jeunes filles qui s'épanouissent, mais en même temps avec des ressorts et des intrigues différentes, et des envies différentes aussi, et l'éveil... pas de la sexualité, mais du côté amoureux aussi. Il y a la question de la sexualité qui va être là aussi, en sous-tendu. Et puis il y a aussi des choses qui se passent au sein même de cette famille, où la maman est dépressive depuis très longtemps et on ne sait pas trop pourquoi au début, on va finir par le comprendre. Et puis il y a Dunk. Dunk, c'est le serveur du coin, il tient l'épicerie vidéo club, tout ce qu'on veut, enfin voilà, le truc quasiment de camping. Dunk, qui est l'homme sur lequel Wendy va avoir un gros coup de cœur. Et Dunk va être au cœur d'un drame, je ne vous en dis pas plus, qui va faire que les deux jeunes filles vont enquêter, passer leur été à essayer de comprendre la vie de Dunk et de ses amis, qui sont beaucoup plus vieux pour le coup, enfin ils ont 16-17 ans. C'est brillant sur ce que ça dit de l'adolescence, je trouve que c'est très futé. C'est très futé aussi sur la recherche sexuelle, amoureuse, parce que c'est pas frontal, tout est en sous-texte. Et en même temps, il y a tellement de choses qui sont dites dans... C'est vraiment la force de cette BD-là, c'est qu'on peut la lire comme une histoire toute simple, qui va pas chercher très loin et qui est très agréable à lire, mais c'est beaucoup plus profond que ça, et ça aborde plein de questions essentielles sur la construction de soi en fait. Tout à fait. Et graphiquement en plus, je trouve qu'on est sur quelque chose de très très... Il y a des pages vraiment magnifiques, pleines de sens, et voilà, c'est un vraiment très très beau travail, donc publié aux éditions Rue de Sèvres. Ça va être dans les premières bandes dessinées publiées dans cette maison d'édition. C'était déjà un gros coup de cœur pour ceux qui aiment Craig Thompson, pour ceux qui aiment Blanquette notamment. Vous allez retrouver un peu ce genre, en tout cas cette grande famille d'auteurs. C'est magnifique, voilà, moi je le trouve très 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 chouette, et du coup je le relis pour y redécouvrir d'autres choses. Et je me dis qu'il faut que je le relise du coup. Et bien tu vas pouvoir repartir. À ton tour, Hélène, quel est ton... Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait une troisième raison pour laquelle je relisais certains livres. C'est la relecture des livres que j'appelle essais, des réflexions, des choses comme ça. Parce que, alors maintenant j'en lis, je ne mets plus de barrière là-dessus, mais par contre j'ai toujours conscience que des fois je lis mais je comprends pas tout tout de suite. Soit parce que la notion abordée est une notion que je maîtrise absolument pas et que du coup il faut déjà que je comprenne les choses avant de comprendre le point de vue de l'auteur. Ou alors c'est une écriture et une forme particulière qui fait que j'ai besoin d'y revenir pour être sûre d'avoir bien compris le sens et le cheminement de l'auteur. Et puis des fois ça aborde des questions
que je me suis jamais posée, sur lesquelles je me suis jamais interrogée, donc je pars de zéro, donc du coup je le lis une première fois, ce qui m'apporte quelque chose, et puis ma réflexion se construit au fur et à mesure, et j'y reviens pour essayer de me confronter un peu à ce premier texte, où voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue là, et ça m'a fait ça pour ces 2 livres. La crise commence ou finit le langage d'Éric Chauvier, paru chez Alia, donc un tout petit format. J'ai lu 3 fois je crois, et je sais que je vais encore le relire, parce que Éric Chauvier, alors déjà c'est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant ce qu'il écrit, mais il a une écriture, alors j'ai pas envie de dire compliquée, parce que je comprends les phrases qu'il écrit, mais il aborde des notions qui sont complexes pour moi après. Hein. Quand on lit un essai, on part tous de chacun de là où on est. Donc ce qui est compliqué pour moi ne le sera pas forcément pour vous ni pour toi. Mais moi j'ai besoin de le relire plusieurs fois pour être sûre d'avoir bien compris la notion, ce qu'il veut dire, ce que ça implique, les conséquences, etc. Et je sais que je le relirai encore et encore, et que je vais lire 2 textes d'Éric Chauvier et ce sera la même chose. J'en suis à peu près persuadée. Et ça me fait ça aussi pour Que faire des classes moyennes de Nathalie Quintane, qui est un texte beaucoup plus récent, que j'ai lu une fois en entier, que j'ai beaucoup paraturé mais souligné, corné, etc. Parce que je n'ai aucun scrupule avec les livres. Et je me suis dit dès la première page, celui-là, il faudra que je le relise. Parce que, donc, Que faire des classes moyennes, tout est dans le titre. C'est pas du tout une fiction, c'est pas un essai, c'est plus une réflexion d'un auteur sur c'est quoi une classe moyenne, comment ça s'est construit, etc. Elle comment aborde ça aussi, se déplace. Ouais, exactement. Ça aborde des notions que je connais pas du tout. Elle a une réflexion très, très construite et très claire. Moi, est-ce que je suis d'accord ou pas avec elle? Je n'en sais rien. Donc il faut d'abord que je réfléchisse à la chose et que j'y revienne pour être sûre d'avoir bien compris son propos pour construire le mien. En fait, c'est ça, c'est une relecture parce que j'ai envie de construire mon propos sur ce sujet-là, et que pour le construire, il faut que je sois sûre d'avoir bien compris, que je revienne à un texte qui m'a paru intéressant. Et voilà, évidemment. Le texte est très intéressant, et en plus elle a un côté où elle est très... elle essaye pas de te persuader, mais du coup on peut prendre tout à la lettre quand même, malgré tout. Donc je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un peu de distance et de recul, et de mettre en confrontation un peu ses dires aussi avec peut-être d'autres écrits ou... Et effectivement, moi je l'ai lu sur tes conseils, et je trouve que c'est un texte vraiment très intéressant, économiquement, socialement. Ça aborde plein de questions différentes sur le sujet, mais et en fait c'est assez paradoxal, parce que vous voyez, ce livre est assez court, hein, mais il y a une somme d'informations et de pensées à l'intérieur qui font que... Faut prendre son temps de respiration. Voilà. Ouais. En tout cas, moi c'est clair que j'ai pas tout intégré à la première lecture, loin de là, mais j'ai envie d'y revenir parce que l'écriture me donne envie d'y revenir aussi. Et c'est la même chose pour Éric Chauvier. Ils ont une manière d'écrire une langue qui me parle et qui me donne envie d'y revenir. Sinon, je suis pas sûre de relire un essai où l'écriture c'est un vrai supplice, n'exagérons pas non plus. Mais là, les deux sont combinés, donc du coup, voilà, ça donne envie de relire et j'y reviendrai, forcément. Et toi, Lydie? Eh bien, moi, l'ouvrage dont je voulais vous parler, c'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit. C'est un ouvrage que je lis et relis régulièrement. Vous pouvez le voir, il est un peu jauni, il a des pages qui sont marquées, Voilà, il craque parce qu'il y a des pages, il a été ouvert, voilà, il y a des pages qui tiennent toutes seules. C'est un texte pour moi magique, c'est un des premiers polars de littérature de jeunesse, on va dire, que j'ai lu. C'est un polar, mais en même temps pas que. C'est vraiment de la littérature américaine, parce que vous avez à la fois du dessin, du graphisme, des zones de plans, de textes, voilà, parce que l'histoire, ça va être l'histoire de Christopher qui a 15 ans. Alors c'est pas dit dans l'ouvrage, mais très vite on comprend qu'il a un trouble du développement qui va s'associer pratiquement à un syndrome Asperger de type autisme. C'est pas dit et c'est pas le cœur du sujet, c'est plus dans son développement, dans son parcours. Il ne peut pas passer l'enceinte de sa maison, il a des difficultés de communication, il ne fait confiance qu'à son père et à Siobhan, la personne qui l'accompagne à la fois dans sa vie de tous les jours et dans son développement intellectuel, parce qu'il est
très très fort, il est fan de Sherlock Holmes, il aime les énigmes mathématiques, il aime les énigmes en général. Ouais. Et puis un jour, il va y avoir un drame sur le pas quasiment de sa maison, puisque le chien de la voisine va être retrouvé avec une fourche dans le cœur, dans le corps, dans le cœur aussi. Et du coup, Christopher va devoir enquêter, se surpasser presque, prendre sur soi, pas toujours. Et puis avec son goût de la vérité et il va débusquer les mensonges des adultes, les petites choses qui n'en sont rien visiblement, mais qui en fait veulent dire beaucoup de choses. Et puis il va enquêter sur tout le quartier, sur toute cette histoire, cette sombre histoire. C'est brillant parce que Christopher est très très attachant, c'est brillant parce que le texte l'est, que ça se lit, ça se dévore, que ça se lit dès 11-12 ans sans souci et que réellement, vraiment, même à 40 ans, voilà, il faut le lire, à 50 aussi, c'est un texte brillant qui a eu énormément de prix. Mais vraiment énormément. Et il y a eu une adaptation théâtrale qui tourne en France visiblement, qui est magique. Il faut aller voir si vous avez l'occasion. Là, je crois qu'ils sont du côté de Soissons cette année, enfin 2017. 2018, je sais pas trop où ils vont être. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, publié aux éditions Nil de Marc Haddon. Vraiment, allez-y, foncez. Ouais, et ben alors moi du coup j'ai un rapport particulier avec ce texte parce que je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu une adaptation qui n'est pas celle dont tu parles. Et l'adaptation a été tellement... Enfin, m'a vraiment laissé perplexe que je me suis dit... En même temps, cette histoire, elle est un truc intéressant, mais ça fonctionne pas dans la mise en scène. Il y avait des tas de trucs que je trouvais un peu bizarres qui étouffaient le texte. Et en même temps, il y avait des passages enfin pas lu mais dit, où je me disais oh là là ça a l'air quand même super beau la langue employée etc. Et donc je me suis dit il faudrait que je lise ce texte mais je vais attendre un peu d'oublier vraiment totalement la mise en scène de cette pièce parce que je me dis j'ai peur que ça me bloque un peu. Mais je sais plus quand est-ce qu'il a été. Moi je l'ai lu l'année de sa sortie. D'ailleurs, c'est la première édition, je pense, c'est 2004. Donc ça a quand même déjà 13 ans et ça a très très bien vieilli. Il faut le relire. Ça se lit vraiment super bien. Il faut le lire. Ouais, il faut le lire. Donc je vais te le prêter si tu le souhaites. Voilà. Je repars toujours avec plus de livres que je ne suis arrivée. Oui, mais je pense que c'est un peu le principe de cette émission. Si vous voulez nous emprunter des livres, c'est possible. Peut-être qu'un jour on fera bibliothèque. Oui, peut-être. Si vous avez lu un des ouvrages dont on vous a parlé, si vous avez relu des ouvrages aussi, n'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux, sur le site internet, sur émissionpasserelle@gmail.com, là où vous voulez. On essaiera de vous répondre et puis si vous voulez venir en plateau. C'est possible aussi, il suffit de nous envoyer un petit message, réseaux sociaux pareil ou par mail, vous aurez toutes les infos de toute façon en bas de l'écran, voilà. Par ici. Ouais, quelque part par là. Est-ce qu'on a fait le tour, en tout cas, plus ou moins, de ce qu'on voulait parler en relecture ? Je pense pour cette session-là, en tout cas, c'est pas dit qu'il n'y ait pas une session 2, voire une session 3, voire une session 4. Oui, je vois encore des ouvrages par ici. On est un petit peu entouré de trucs relus. Et puis, ce sera tout pour cette semaine. Et on se retrouve dans 15 jours ? Ouais, c'est ça. Donc, normalement, si tout va bien, pour une prochaine session. Allez, merci, à bientôt. Salut.